Bonsoir les élèves, je vais commencer à faire la deuxième partie de la leçon concernant les systèmes oscillants. Alors j'ai donné le plan auparavant. On a commencé par l'étude théorique de l'oscillateur élastique ou bien le pendule élastique. Et maintenant je vais passer au pendule pesant. Alors j'ai déjà parlé de ce pendule. Alors il s'agit d'un solide de masse m qui peut tourner autour d'un axe horizontal. Donc voilà, supposons que l'axe horizontal est perpendiculaire au tableau, ok, il sort du plan du tableau. Donc voilà notre système, ok, de centre de gravité G. Ok, donc l'axe de rotation delta. Alors bon, cette direction-là, ok, c'est pour repérer les positions de G. Donc on utilise l'angle θ. Voilà, cet angle θ. Donc c'est cet angle qui repère la position du centre de gravité G à chaque instant. Bon, on suppose qu'il n'y a pas de frottement, ok? Ça veut dire qu'on néglige les frottements. Donc je vais représenter le poids P, voilà P, le poids, ok? Et on va étudier les oscillations, ok, de ce pendule dans un repère lié à la Terre, c'est un repère galiléen. Bon, supposons à l'instant t égale à 0. Tout d'abord, on écarte le pendule de sa position d'équilibre. Alors, sa position d'équilibre, il coïncide avec cette position-là, ok? Bon, c'est G0 par exemple. Et je rappelle que c'est la position d'équilibre stable, parce que j'ai dit que la position d'équilibre stable, elle doit être au-dessous de l'axe de rotation delta. Sinon, il s'agit d'une position d'équilibre instable. Et nous, on s'intéresse à l'étude des oscillations autour de la position d'équilibre stable. Bon, à l'instant t0, après qu'on écarte le centre d'inertie du solide qui coïncide avec le centre de gravité du solide d'un angle que je vais appeler θm de sa position d'équilibre stable et à l'origine des dates t égale à 0, on lâche le solide et ça veut dire on libère le solide, alors il commence à effectuer des oscillations autour de G0 grâce à son poids P. Ok, donc voilà, donc S est un solide de masse M en rotation autour d'un axe delta horizontal. Passons par exemple, par O. Par O qui appartient bien sûr à S. Donc voilà le point O. Bon, on repère les positions de G, centre d'inertie de S, par l'angle θ qui est égal à OG0 OG. G0 est la position d'équilibre stable de S. Bon, quoi d'autre? Alors, la distance, on va prendre cette distance entre le centre qui sépare le centre d'inertie G de l'axe de rotation, on va la représenter par petit l. Ok.
Donc L égale à OG. C'est la distance qui sépare le centre d'inertie de l'axe de rotation ou bien de point O. Point O, c'est l'intersection de l'axe de rotation et l'axe le solide S. Bon, on écarte S de sa position d'équilibre on écarte S de sa position d'équilibre d'un angle, bien sûr, équilibre stable. Donc, je répète que c'est un équilibre stable, de sa position d'équilibre, ok, stable. Ok, donc ici, j'ai 0 la position d'équilibre stable. Déjà, je l'ai signalé, donc ici, pas la peine de la signaler de nouveau. Donc, d'un angle que je vais nommer θm. Ok. À T0, qui est donc à T égale à 0, origine des dates, on lâche ou bien on libère S. Et on va étudier la dynamique de son mouvement. Donc, premièrement, je dois déterminer l'équation différentielle qui régit le mouvement. Ça veut dire que vérifie l'angle θ, parce que θ, c'est l'angle qui repère la position du centre d'inertie G. Ok. Bon, donc on étudie la dynamique de S dans un repère terrestre considéré galiléen. Bon, tout d'abord, donc, pour établir l'équation différentielle, je dois tout d'abord faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur S. Ok, donc S est soumis à. Bon, l'action de delta, donc que je vais nommer R, action mécanique exercée par delta sans frottement. Puis P sans poids. Donc, tout simplement, on va appliquer la deuxième loi de Newton de rotation sur S. Alors, appliquons la deuxième loi de Newton sur S. Donc, la deuxième loi de Newton relative à la rotation. Ok. Donc, ça va nous donner sigma des moments des forces extérieures exercées sur S égale à J delta, θ de point. Donc, pour J delta, donc, si le solide a une forme simple, donc on vous donne la formule comment on calcule J delta. Sinon, on vous donne la valeur numérique de J delta. Bon, donc nous allons calculer les moments des forces extérieures. Donc, commençons par. Alors, tout d'abord, je dois donc développer cette somme. Donc, j'ai M delta de R
plus M delta de P égale à J delta θ de point. Alors, puisqu'il n'y a pas de frottement, donc M delta de R n'a aucun effet rotatoire sur le solide. Ça veut dire que ce moment est nul, puisque sa direction passe par l'axe de rotation. Donc, M delta de R égale à 0, puisque frottement négligé. Et pour calculer M delta de P, donc tout d'abord, je dois choisir un sens positif de rotation. Et lorsque je libère le corps S, donc elle va être au mouvement dans ce sens, ça veut dire de droite à gauche. Donc je vais choisir moi le sens positif, ok, qui est le sens du mouvement. Donc le poids P, donc pour calculer ce moment, je rappelle que le moment d'une force, c'est l'intensité de la force multipliée par la distance qui sépare la force de l'axe de rotation. Ok. Donc pour trouver ce moment, alors je dois chercher la distance qui sépare la direction de P à celle de l'axe delta. Bon, donc je dois prolonger la direction de P. Et voilà, ok, la distance que je vais nommer D qui sépare la direction de P de l'axe delta. Donc, c'est la distance D, ok. Alors, affecter cette valeur, affecter du signe moins ou bien plus, ok, du signe positif ou bien négatif. Si P, bon, contribue au mouvement, dans ce cas, le moment de P sera positif. Si P se pose au mouvement, ça veut dire le moment de P se pose au mouvement, dans ce cas, le moment sera négatif. Et on voit ici que sous l'action de P, donc P, elle freine le mouvement, il se pose au mouvement, donc il sera affecté d'un signe moins, ok, parce que sous l'action de P, ok, voilà, donc le solide va être en rotation dans cette direction, tandis qu'on a choisi ce sens positif qui est le sens du mouvement. Alors le moment du poids est négatif, et de là, donc j'aurai moins P, c'est mg fois la distance D. Alors donc je dois déterminer D en fonction des données. Les données sont la distance L qui sépare O de G et l'angle θ. Ok, donc l'angle θ pour nous, c'est un angle de rotation, on le cherche. Ok, donc je dois déterminer D en fonction de θ et L. Et on voit ici que D, ok, donc ici j'ai sinus alpha, θ ici, alors θ sera ici. Ok, et comme ça, D sera égal à L fois sinus θ. L sinus θ. Ok. Donc, alors ces deux angles sont alternes internes, ok, puisqu'ici j'ai deux parallèles. Alors cet angle et là sont appelés alternes internes, donc ils sont égaux. Et finalement, le moment du poids P sera égal à moins mg fois L sinus θ. Et je vais donc ici exprimer P en fonction, le moment du poids en fonction de cette expression. Ok. Bon, voilà. Donc, on doit se rappeler de θm, c'est l'angle avec lequel on a écarté le solide de sa position d'équilibre. Et finalement, d'où donc moins mg L sinus θ sera égal à J delta θ de point.
Et finalement, l'équation différentielle est la suivante, θ de point, ok, plus, donc je vais ramener ce membre ici, ok, et je vais diviser par J delta, et je trouve θ de point plus M, G, L, sinus θ sur J delta égale à 0. Alors voilà l'équation différentielle du mouvement. Alors on voit bien que la nature de cette équation, c'est une équation non linéaire. Donc sa solution est non sinusoïdale. Mais quand même, la solution elle est périodique. Okay? Mais pour trouver la solution, donc nous, on va tout simplement considérer les petites oscillations pour qu'on puisse linéariser, ça veut dire rendre cette équation linéaire. Ok. Donc résolution de, donc je vais la nommer par exemple 1, de 1, dans le cas de faible oscillation. Et on considère que lorsque θ est inférieur ou égal à 20 degrés, dans ce cas, les oscillations sont petites, et dans ce cas, donc je peux approcher sinus θ à l'angle θ. Alors je vais donc remplacer sinus θ par θ. Ainsi, 1 devient θ de point plus MGL sur J delta fois θ égale à 0. Et on a ainsi obtenu une équation linéaire. Et sa solution est sinusoïdale. Donc devient équation linéaire à solution sinusoïdale. Et là donc je peux exprimer θ soit en fonction d'un sinus ou bien d'un cosinus. Donc nous, habituellement, on choisit le cosinus. Bon, équation horaire du mouvement. Équation horaire du mouvement. Donc la solution est θ égale à θm. Donc, lorsqu'on considère les conditions initiales, on va trouver que l'amplitude c'est θm fois cosinus de 2π sur T0. Et T0, c'est la période propre de l'oscillateur, plus phi. Alors, normalement, θm, on peut la déterminer. Donc, je peux écrire ici, au lieu de θm, je peux écrire, par exemple, A. OK? Ok, donc exprimé en radio. Alors on l'a vu pour l'oscillateur, le pendule élastique, ainsi que pour les oscillations libres d'un circuit LC, que pour déterminer les constantes A et Phi, on doit avoir recours
aux conditions initiales. Okay. Et pour déterminer T0, donc, cette solution doit vérifier l'équation différentielle. Okay. Donc, commençons par détermination. Donc, tout d'abord, T0, c'est quoi T0? Et la période propre du pendu. Donc, détermination de T0. Donc, vous pouvez vous-même déterminer T0 en considérant que cette solution doit vérifier l'équation différentielle. Alors, pour que je dois exprimer cette solution en équation différentielle, donc je dois tout d'abord dériver θ deux fois. Alors, θ point égale à moins 2π sur T0 à cosinus de pi, pardon, la dérivée du cosinus, c'est sinus. Sinus de pi sur T0 plus phi. Et une deuxième fois, θ de point sera égal, donc le facteur de pi sur T0 fois T, je dois le sortir du sinus, et j'obtiens moins de pi sur T0 à cosinus de pi sur T0, T plus phi. Alors, cette fonction doit vérifier l'équation différentielle. Donc, pour simplifier, alors ici, vous voyez bien que θ de point n'est autre que moins 2π sur T0 fois θ. OK. Donc, égal à moins 2π sur T0 au carré, bon, ici je dois mettre au carré, fois θ. Et je remplace θ de point dans l'équation différentielle. Alors, on obtient θ de point, c'est moins 2π sur T0 au carré, θ plus mg L sur J delta fois θ égale à 0. OK. Donc, θ, c'est une fonction, donc il ne peut pas être nul. Bien sûr, il s'annule à des instants, mais pas tout le temps. OK. Donc, la solution est que moins 2π sur T0 au carré plus mg L sur J delta doit être égal à 0. Et de là, je détermine donc 2π sur T0, ok, égale à la racine carrée de mgl sur J delta. Et finalement, j'ai T0 égale à 2π la racine carrée de J delta sur mgl. Voilà. Donc, vous voyez bien que T0, ça veut dire la période propre, dépend de l'inertie, ça veut dire du moment d'inertie du solide, de sa masse, de G, ok, l'intensité de l'accélération de pesanteur, et de L qui est la distance entre O et G. Bon, pour donc déterminer les conditions initiales, pour déterminer les constantes A et Phi, donc je dois voir les conditions initiales. Alors, on a deux conditions initiales. Donc, on a libéré le solide sans vitesse initiale. Donc, je n'ai pas dit ça au début, mais quand même, on libère G sans vitesse initiale. On peut le libérer avec une vitesse initiale, mais nous, on va traiter le cas simple où on a libéré G sans vitesse initiale. Donc, détermination de
A et phi. Alors, je vais rappeler les conditions initiales. À l'origine des dates, on a θ égale à θm et θ point égale à 0. Donc, commençons par θ égale à θm et voyons ce qu'il va nous donner. Donc, θ à t égale à 0. OK. Donc, ici, je vais mettre θ 0. OK. Donc, θ 0 égale. Alors, ici, je dois prendre t égale à 0. Pardon, ici. OK. Et j'obtiens A cosinus phi égale à θm. OK. Et θm, elle est positive. OK. Parce que, bon, θ, voilà θ. OK. On a écarté le solide dans le sens des angles positifs. Ok, donc ici je dois mettre positif, ok. Et θ point, ok, voilà θ point, on a déjà dérivé θ, donc c'est moins 2π sur T0, moins 2π sur T0 fois A, sinus phi égale à 0. Donc ici, j'ai deux solutions. Phi égale à 0, ok, ou phi égale à pi. Et puisque θm est positif, alors on sait que cosinus phi égale à moins 1. Donc, cette solution, ok, n'est pas admise, puisqu'il va nous donner ici θm négative, mais nous, θm, elle est positive. Ok. Donc, θm est positive implique que phi égale à 0. Et donc, lorsque j'ai mis ici phi égale à 0, implique que phi égale à 0, et θm et A, pardon, A. Ok, donc A cosinus phi, donc c'est A qui est égal à θm. A égale à θm. Donc voilà, on a considéré les conditions initiales, on a déterminé les constantes A et phi. Et finalement, la solution est la suivante. Ok, donc θ de t égale à θm cosinus de pi sur T0 fois T. Bon, voilà, c'est tout pour le pendule pesant. On va voir maintenant un cas particulier du pendule pesant qui est le pendule simple. Ok, donc qu'est-ce que c'est qu'un pendule simple? Un pendule simple, c'est un point matériel, ou bien c'est un solide qu'on peut considérer comme point ponctuel, ça veut dire comme un point matériel, qui aussi à une distance fixe de l'axe de rotation. Ok. Donc, pour réaliser ce pendule, on peut prendre un corps de dimension très très petite et l'attacher à un fil. L'autre extrémité du fil sera attachée à l'axe de rotation ou bien un support. Donc voilà. Ok, ici j'ai un support. Et voilà le pendule et la pendule simple. Ok, donc c'est un fil sans masse et inextensible. Et voilà notre solide qui est considéré comme point ponctuel. Ici donc on a l'axe delta. Ok, ici on. Et notre solide a une masse petit m. Ok. On peut le considérer comme ponctuel par le point M, voilà. Et même chose, comme on a fait pour le pendule pesant, on peut repérer les positions de ce point matériel par l'angle θ.
Alors pour étudier le mouvement de S, on peut se baser sur les résultats du pendule pesant, ok, et on trouve tout de suite l'équation différentielle ainsi que l'évolution de d'état au cours du temps. Ok. Donc pour J delta, donc J delta, c'est quoi J delta? Alors c'est la masse M multipliée par, voilà, L, multipliée par L au carré. Ok, donc L égale à OM. Alors là, ici, on a un fil inextensible et sans masse. Ça veut dire sa masse est négligeable devant la masse du point M. Alors le moment M delta de P, donc reste la même. Reste le même. C'est un moment de rappel, ok, puisqu'il tend toujours à ramener le point M ou bien le pendule pesant vers sa position d'équilibre stable. Et là, on a M delta sera égal à la masse M, ok, fois G, fois la distance qui sépare la direction de P à l'axe de rotation. Donc c'est même distance qu'on a trouvé auparavant, ok, c'est D, ok, D. Et D, on a trouvé que égal à L sinus θ. Et on remplace dans l'équation différentielle et on trouve facilement que θ de point, donc l'équation différentielle, et θ de point plus, alors on a mg L sinus θ divisé par m L au carré fois θ égale à 0. Pardon, il n'y a pas ici θ. Voilà. Donc je peux simplifier, je trouve θ de point plus, alors L sur, donc M, je simplifie par M, il me reste G sur L, ok, sinus θ égale à 0. Et en linéarisant l'équation différentielle, donc pour θ inférieur ou égal à 20 degrés, ok, l'équation devient θ de point plus G sur L θ égale à 0. Voilà l'équation différentielle. Ok. Bon, alors la solution, c'est même chose. Donc, θ égale à... Bon, on a écarté, à t égale à 0, on a écarté le pendule de sa position d'équilibre par un angle d'un angle θm. Donc, je trouve égal à θm, ok, cosinus de pi sur T0, T, voilà, et T0, donc égal à 2pi, la racine carrée de L sur G. Et on voit bien que T0 ne dépend pas de la masse du pendule, ok, il dépend uniquement de la longueur du fil, ça veut dire de la distance qui sépare M de O et de G. Okay? Donc, soit on fait cette simplification, puisque le pendule simple, okay, c'est un cas particulier du pendule pesant. Donc, pendule simple est un cas particulier du pendule pesant. Ça veut dire que sa masse est concentrée
sur une petite portion. Ok, c'est pour cela qu'on considère que le solide est ponctuel. D'accord? Et de là, on a trouvé G delta égale à M L au carré. C'est pourquoi on a fait toutes ces simplifications. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un dernier pendule, ok, qui est programmé au programme de deuxième bac, c'est le pendule de torsion. Pendule de torsion. Bon, avant de passer au pendule de torsion, j'ai dit que soit je fais cette simplification, ou bien si par exemple on ne veut pas passer par le biais de pendule simple et un cas particulier de pendule pesant, je peux faire l'étude dynamique, ok? Donc je vais la faire avec vous, ok? Donc étude dynamique du pendule simple. Alors, bon, étudions le mouvement de ce pendule. Alors, toujours, vous devez mentionner le repère dans lequel vous travaillez. Donc, étudions le mouvement de ce pendule dans un repère terrestre galiléen. Donc, le pendule, ok, donc voilà, du pendule simple, donc M, ok. Alors, M est soumis à P, son poids, et T, tension du fil. Donc je vais représenter la tension du fil. Voilà. T. Et on va appliquer la deuxième loi de Newton. Ok. Donc deuxième loi de Newton. Alors M delta de P plus M delta de T égale à J delta θ de point. Bon, M delta de P, donc c'est la même chose qu'on a fait pour le pendule pesant, égale à moins mg L sinus θ, et M delta de T, ok, donc vous voyez bien que la direction de T passe par l'axe de rotation, donc T n'a aucun effet rotatoire sur le pendule, donc ce moment est nul. Donc M delta égale à 0, T, ok, passe, ça veut dire la direction de T, ok, pour être précis, la direction de T coupe l'axe delta de rotation. Et il me reste finalement moins mgl sinus θ plus j delta égale à j delta θ de point. Et déjà, j'ai calculé, ou bien j'ai exprimé G delta, c'est ML au carré. Donc, alors je vais ramener ce membre ici, et j'obtiens G delta, donc c'est M, voilà, M, L au carré, θ de point, plus MGL sinus θ, égale à 0. Alors je simplifie par ML, ici il me reste L, et puis je divise par L, et j'obtiens finalement θ de point, plus G sur L, θ égale à 0. Alors, sinus θ. Voilà,
Ok. Et puis on linéarise l'équation, c'est-à-dire on va considérer, on va traiter la dynamique dans le cas de faible oscillation, ça veut dire θ est inférieur à 0, ok, et j'aurai sinus θ est à peu près égal θ, et j'obtiens cette équation-là, et sa résolution me donne cette équation, et pour déterminer donc T0, donc je dois soumettre cette fonction avec sa dérivée seconde à l'équation différentielle et je trouve que T0 égale à 2pi la racine carrée de L sur G. Bon, maintenant je vais traiter le dernier pendule qui est le pendule de torsion. Donc, pendule de torsion. Pardon. Pendule de torsion. Alors, je vais expliquer c'est quoi un pendule de torsion. Ok, donc c'est une tige horizontale attachée à un fil métallique et l'autre extrémité du fil métallique est attachée à un support fixe. Bon, voilà le fil métallique, ok. Alors, fil, donc on appelle fil de torsion, fil métallique, fil de torsion. Donc voilà la position d'équilibre de la tige métallique. Voilà la tige métallique, ok. Donc elle est attachée au fil en son centre, ok. Ici c'est le centre, ok, de la tige métallique, ok. Donc elle est attachée à un support. Alors donc on va écarter cette tige métallique de sa position d'équilibre. Ok, donc c'est une tige horizontale. On va l'écarter de sa position d'équilibre d'un angle θm, ok. Et elle aura cette position-là. Ok. Donc on l'écarte d'un angle θm et on va repérer sa position par l'angle θ. Ok, donc alors lorsqu'on écarte la tige de sa position d'équilibre, le fil se tord, ok, il se tord. Alors cette torsion du fil génère un couple qu'on appelle couple de torsion et ce couple tend à ramener la tige à sa position d'équilibre. Et comme ça, on obtient des oscillations. Okay. Donc, on néglige les frottements, ça veut dire les frottements du fil avec le support fixe. Okay. Donc, et on va étudier la dynamique de la tige. Okay. Donc, lorsque le fil est tordu, il exerce un couple de torsion, de moment proportionnel à l'angle θ. Et c'est un moment de rappel, ça veut dire ce moment, elle tend toujours à ramener la tige à sa position d'équilibre. Donc, elle exerce un couple de torsion de moment, j'ai dit, proportionnel à θ, et on peut l'exprimer ainsi. Donc, de moment m égale à c fois θ. Et puisque c'est un couple de rappel, donc ici, j'attribue le signe moins à l'expression de
ce moment. Ok. Donc, elle exerce un couple de torsion, bien sûr, sur la tige de moment. Ok. Voilà, sur la tige. Alors, le signe moins exprime que ce moment tend toujours à ramener la tige vers sa position d'équilibre. Et la constante C, cette constante-là, elle dépend de l'épaisseur du fil, ok, ça veut dire le diamètre du fil, de sa longueur et aussi de sa nature, ok. Donc C, constante, dépend de longueur du fil, ok, son diamètre et sa nature. Sa nature. Alors donc pour étudier la dynamique de la tige, okay, donc on doit appliquer la deuxième loi de Newton dans un repère terrestre. Okay. Dans un repère terrestre, donc je rappelle que toujours lorsque je veux étudier la dynamique d'un solide, je dois toujours mentionner le repère dans lequel je travaille. Okay. Et ce repère doit être terrestre, ça veut dire doit être galiléen. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la deuxième loi de Newton ne s'applique que dans un repère galiléen. Donc, dans un repère terrestre, considéré galiléen, ok. Donc, la tige, ok, donc sur la tige qu'on va appeler S pour simplifier. Donc S est semi. A. Donc voilà les forces auxquelles est soumis la tige. Donc on a son poids P. Ok, son poids. Et puis le couple de torsion. Couple de torsion exercé par le fil. Bien sûr que ce couple ne s'exerce que si le fil est tordu. Ok. S'il n'est pas tordu, bien sûr, il ne va pas exercer ce couple de torsion. Ok. Et c'est ce couple qui est responsable des oscillations du fil. Pardon, de la tige. Ok. Et puis, donc, la réaction ou bien l'action exercée par le fil, ok, qui a pour effet de maintenir la tige, ok, horizontale. Ok. Donc, réaction du fil, donc, qui a pour effet de maintenir réaction du fil qui maintient la tige, ou bien S, toujours horizontale. Horizontale. Donc voilà, donc, tous les actions mécaniques exercées sur la tige, je l'ai mentionné. Ok. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Voilà. Donc, le principe, ou bien la relation fondamentale, ou bien le principe fondamental de la dynamique, ok, implique. Alors, sigma des moments, de la rotation, bien sûr, ok. Donc, sigma des moments des forces extérieures égale à égale à J delta, θ, 2 points. Donc J delta
étant le moment d'inertie, de S, qui est la tige. Et cet moment, on peut vous donner sa valeur, ou bien on peut donner sa formule, puisque la tige, généralement, soit c'est une tige plate, ou bien un cylindre. Ok. Alors donc, je vais, ok, donc ici j'ai le moment de P, plus moment de, donc alors cette réaction, je vais la noter par R. Ok, plus moment de R, plus le moment de couple de torsion de moment M, ok, qu'on a déjà ici donné sa valeur. Donc plus M égale à 0. Alors ici, égale à égale à J delta θ de point. Ici, je n'ai pas mis delta. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dès le tronc commun, que le moment d'un couple est indépendant de la position de l'axe delta. C'est pour cela qu'on ne met pas delta. Okay? Parce que c'est un couple. Donc on met delta lorsqu'on a une force. Mais lorsqu'on a un couple, soit un couple de deux forces ou bien plusieurs forces, donc on met M tout court parce que la position de l'axe delta, ou bien le moment, sa valeur ne dépend pas de l'axe delta. Okay. Et donc, alors ici c'est 0, okay, puisque voilà, P passe par le fil. MR égale à 0, ok, M delta ici égale à 0, ok. Et finalement, j'ai moins C θ plus J θ de point, égale à J, ça veut dire quoi? Ça veut dire que θ de point, ok, plus, donc C sur G delta, θ égale à 0. Et on a obtenu directement une équation différentielle linéaire. Ok, donc la nature de cette équation est linéaire. Équation différentielle linéaire. Alors la solution à cette équation, c'est une de cette forme. Ok, l'équation, c'est une équation de second ordre. Ok. Où il n'y a pas la dérivée première, donc chaque fois qu'il n'y a pas de dérivée première, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. Okay. Alors, ce type d'équation, sa solution est une solution sinusoïdale. Okay. Donc, équation linéaire. Okay. Alors, maintenant, ici, équation horaire du mouvement. Donc, la solution à cette équation, c'est l'équation horaire du mouvement. Donc, θ de t égale. Alors, lorsqu'on va considérer les conditions initiales, ça veut dire à t égale à 0, θ égale à θm. Voilà, ok. Donc, je dois ici, tout d'abord, on va écrire θ de t égale à A, ou bien θ majuscule, ok, fois cosinus de pi sur T0 T plus phi. Bon, toujours pour déterminer T0, qui est T0, et la période propre. Ça veut dire propre, ça veut dire dépend uniquement des caractéristiques du pendule. Ok. Donc T0 est la période propre du pendule. Donc on doit déterminer sa forme. Alors pour déterminer sa forme, il suffit
de dériver θ deux fois, ok, et d'écrire θ de point ici dans cette équation, et on va trouver T0, ok. Alors après tout calcul, on va trouver tout simplement T0. Donc après détermination de T0, donc θ et phi, on obtient. Donc on fait la même procédure, ok, pour déterminer T0. Ça veut dire on remplace θ de point lorsqu'on effectue dérivée seconde ici, et on va trouver T0. Donc on trouve que T0 égale à 2pi, ok, la racine carrée de J delta sur C. Et donc après détermination T0 et phi 0, on obtient, bon, après détermination T0, donc, alors grand θ et phi ne sont déterminés qu'en considérant les conditions initiales, ok. Donc ici je dois écrire en tenant compte ou bien dans les conditions initiales, à t égale à 0, on a θ égale à θm et θ point égale à 0. Bon, en exercice, on peut changer les conditions initiales. Ok, et nous allons voir ça dans des exercices que je vais vous proposer pour bien assimiler votre cours. Donc, alors en considérant ces conditions initiales, on trouve que donc θ majuscule égale à θm et phi égale à 0. Ok. Et vous voyez ici que T0 dépend du moment d'inertie de la tige et de la constante, c'est la constante de torsion qui dépend du fil métallique, de la nature du fil métallique et de ses dimensions. Bon, je vais m'arrêter ici. Prochainement, ok, je vais vous parler de l'amortissement d'un pendule, ok. Alors on va voir que l'amortissement, il y a des amortissements fluides et des amortissements solides, et on va voir les différents régimes de l'amortissement. Et puis je vais parler des pendules, ok, ou bien des oscillations forcées. Ça veut dire ça veut dire il y a les oscillations libres, ça veut dire on laisse l'oscillateur à lui seul effectuer ses oscillations, et il y a les oscillations forcées, comme pour les élèves sciences mathématiques, ils ont vu les oscillations forcées pour un circuit RLC série, ok. Pour les sciences physiques, ils n'ont pas vu ça, mais je vais simplifier ce que ça veut dire oscillation forcée. C'est qu'on fournit, ok, à l'oscillateur de l'énergie, ok, par un excitateur, ok. Ça veut dire l'excitateur, ok, il impose, ok, sa période à l'oscillateur, et on va voir comment varie l'amplitude des oscillations en fonction de la période de l'excitateur. Ok. Et puis, je vais traiter avec vous quelques exercices d'application et surtout des exercices d'analyse au cours desquels je vais vous donner des astuces pour vous débrouiller dans des situations, ok, des exercices dont les conditions initiales sont différentes des conditions initiales qu'on a vues dans le cours. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine séance.